Boaké, dans la région de Baké, le lycée classique se meurt. Il a grand besoin d'être rénové. Dans cette édition également, nous allons visiter l'Arche de Boaké. Cette organisation vient en aide aux personnes vivant avec un handicap. Enfin, 12 avril 1980, au Libéria, un coup d'État porte le sous-officier Samuel Doe au pouvoir. Son régime est marqué par des exécutions sommaires. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. C'est l'une des institutions emblématiques du système éducatif ivoirien. Mais aujourd'hui, le lycée classique de Boaké fait peine à voir. En effet, cet établissement secondaire est dans un état de délabrement très avancé. Le dernier problème en date était lié à une grosse tornade. Ce soir, les dirigeants du lycée classique de Boaké lancent un cri de cœur aux autorités ivoiriennes. On en parle avec Kwadio Kwame de RTI Boaké. Salle de classe décoiffée et inondée. Nous sommes au lycée classique moderne 1 de Boaké. Tels sont les dégâts enregistrés après la tornade qui s'est abattue sur la commune de Boaké le jeudi dernier. Une situation qui a provoqué un arrêt de cours. Ce fait aggrave la situation de ce lycée, déjà en état de délabrement très avancé et qui souffre de la vétusté de ces bâtiments. Occasion choisie par les responsables de cet établissement pour lancer un appel aux autorités afin que l'on vole au secours de ce lycée d'excellence. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles et à tout moment, le bâtiment qui est là menace de s'écrouler puisque ça prend l'eau. Nos élèves qui sont là, est-ce que nous allons les loger à la rentrée? Nous voulons lancer un appel fort aux autorités pour venir vraiment s'occuper du lycée classique qui est un établissement d'excellence. Le lycée classique moderne 1 de Boaké a été ouvert en 1946. Il a contribué à former plusieurs personnalités de ce pays. Depuis quelques années, le lycée classique moderne 1 de Boaké rencontre d'énormes difficultés, notamment des problèmes d'électricité, de vétusté de la canalisation d'eau, la défaillance de l'étanchéité des laboratoires hors d'usage et l'absence d'internat. Restons à Boaké, dans la région de Boaké, avec un tout autre sujet. Une organisation dénommée l'Arche de Boaké accueille en internat ou externat des personnes vivant avec un handicap. Cette structure, fondée en 1974, espère ainsi leur redonner une place dans la société. Kader Sogodogo de RTI Boaké nous l'a fait visiter. Nda est ici depuis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, la soixantaine révolue, il est appelé le doyen de la communauté de l'âge. L'âge, la maison qu'il a accueillie depuis plus de 40 ans et qui l'accompagnera assurément jusqu'à sa dernière demeure. Comme Nda, ils sont plusieurs enfants, jeunes, adultes, vieux, tous rejetés ou presque à cause de leur déficit mental que la communauté de l'âge a gracieusement accueilli. Et pourtant, les talents de ces handicapés mentaux pourraient en surprendre plus d'un. Couture, confection de colliers, élevage ou encore chant sont le propre des habitants de l'âge. Dénicher et faire valoir des talents, oui, mais au prix de beaucoup de patience. Il faut avoir vraiment de l'amour, d'abord pour ces enfants. Il faut avoir la patience et puis il faut être vraiment doux, quoi. Ils ont besoin des gens pour vivre avec eux afin de leur donner une joie. L'âge, tout comme au temps de Noé, sert de refuge à ces indésirables souvent abandonnés par leur propre famille. Sur 17 personnes qu'on a accueillies, qu'on héberge et qu'on prend en charge, il y a seulement 4 dont les parents viennent les voir ou apportent un soutien. La seule chose qui nous sépare avec les passionnés que nous avons, c'est la mort. Trouver une place dans nos cœurs pour aimer les moins privilégiés que nous. C'est la leçon que nous enseigne ce personnel dévoué de la communauté de l'âge. L'âge, ce petit monde à côté du vôtre, souvent dévalorisé ou stigmatisé, pourrait bien vous surprendre agréablement si vous y faites un tour.
Dans quelques jours, la célébration de la Pâque 2017, la fête la plus importante des chrétiens, on le sait, engendre de nombreux déplacements, notamment chez les populations baoulées. Circulation dense, conditions météorologiques parfois défavorables. Il faut donc cultiver la prudence sur les routes. Une campagne de sensibilisation s'est tenue récemment à Bouaké, dans la région de Bouaké. Les détails avec Charles Tatou de RTI Bouaké. Moment de ferveur et de déplacement massif des populations des zones forestières vers le centre. La fête de Pâques est une occasion pour ces personnes retournées au bercail de célébrer cette fête en famille. Ce vaste mouvement entraîne à cette période un accroissement du trafic routier avec des risques d'accidents. Pour éviter ces accidents, des actions de sensibilisation sont menées. Ainsi, à Bouaké, les autorités en charge du transport s'inscrivent dans cette dynamique. Elles veulent réduire au maximum ce phénomène qui endeuille souvent les familles. D'où l'appel du directeur régional des transports aux détenteurs de véhicules de transport et autres usagers de la route. La boisson est nocive pour l'utilisation de la voie publique. Quand on est fatigué, il faut éviter de conduire. Surtout à Bouaké, évitons les surnombres et les surcharges. Pour les engins, les conducteurs d'engins à 2 roues, le port du casque s'impose parce que c'est sécuritaire. Ce que je vous demande, c'est d'avoir des conducteurs disciplinés et courtois parce que cela aussi participe à la bonne marche et ça permet d'éviter et d'améliorer la sécurité routière. Sako Brahima exhorte donc les automobilistes à s'approprier les conseils d'usage. Selon l'Office de la sécurité routière OSER, plus de 6 millions de voyageurs circulent sur les routes interurbaines en Côte d'Ivoire en période de Pâques. Ce livre se veut un voyage dans l'univers mystique qui traverse tant le subconscient que le vécu de tout Africain. Ô Dieu, c'est son titre, a été présenté récemment au grand public. L'auteur Philippe Pango nous plonge dans la richesse de la cosmogonie africaine. C'est un reportage de Franck Quadio. Des pages parcourues et des lignes explorées. Ô Dieu, roman miroir qui met l'Afrique face à ses craintes et à ses propres turpitudes. Philippe Pango, l'auteur, se veut témoin de cette préoccupation. Il s'agit essentiellement de spiritualité africaine qui se heurte un peu à un monde occidental dans une fiction qui se situe à la fois dans un pays imaginaire d'Afrique dans les années 60 et à la fois aussi sur le continent américain. Je me suis servi de cette fiction pour mettre en conflit ces deux cultures, surtout en ce qui concerne leur perception de la chose spirituelle et de la religiosité de la nature. Parler de l'opposition culturelle entre l'Afrique et l'Occident sur les questions du spirituel et du mysticisme à travers un roman. Le personnage est un militaire qui transpose en Occident ses certitudes et son refus du déracinement. L'image plaît même aux critiques les plus avertis. Il n'y a que dans la société africaine, dans la cosmogonie africaine, qu'on puisse comprendre que les êtres vivants en dehors des humains, que sont les animaux ou les arbres, ont une âme, ont un langage qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent s'adresser aux hommes. On peut également noter l'écriture de l'œuvre. L'œuvre est écrite sur un style assez simple, dans une langue alerte qui est accessible à tous. Philippe Pango, homme pragmatique de par son profil professionnel, cet expert en microélectronique et télécommunications s'essaie pour la seconde fois à la littérature. La première œuvre de l'actuel directeur général du VITIB s'intitule « Terminal ». Cette œuvre traite, dans la même veine, du choc de culture. La capitale française, Paris, veut se verdir. Il s'agit notamment de développer l'agriculture urbaine et protéger l'environnement. Les populations, de leur côté, sont favorables à ce projet de la municipalité. Tout le monde se met désormais à planter des poireaux, tomates et autres végétaux. Regardez. Le printemps se fait encore un peu désirer, mais qu'importe. Pour ces jardiniers urbains, il est temps de préparer la terre de leur potager. Donc en gros, les tomates, il ne faudra pas mettre de terre de bruyère. Bientôt 2 ans que ce potager a vu le jour sur ce bout de trottoir de l'Est parisien.
grâce à la volonté des habitants du quartier et l'appui d'une association qui met en avant les bienfaits de l'alimentation locale, du pur bonheur pour ces riverains en mal de verdure. C'est super d'avoir les mains dans la terre. On pense qu'à ça, au temps présent, à ce qu'on fait, donc on oublie tout le reste. Donc le travail de la terre, j'ai rien trouvé de mieux moi en thérapie. Mais faire pousser poireaux, tomates et salades dans la rue n'est pas toujours évident. L'été, ce jardin a besoin de 150 litres d'eau par jour. Et pour le reste, c'est comme de l'agriculture de montagne. L'hiver, il n'y a pas un brin de soleil, il fait très froid comme en bas d'une paroi rocheuse. Et l'été, il fait 50 degrés sur le goudron parce que voilà. Donc il faut apprendre aussi où les choses peuvent évidemment pousser. C'est de l'agriculture. C'est pour encourager ce type d'expérience que la mairie de Paris accorde depuis juin 2015 des permis de végétaliser. Une autorisation délivrée pour 3 ans renouvelable, à condition notamment de ne pas entraver la circulation et de ne pas utiliser de pesticides. On leur fournit, s'ils le souhaitent, de la terre, des graines, et puis on leur permet d'aller à la maison du jardinage à Bercy, avoir des cours de jardinage gratuits pour apprendre encore à mieux jardiner. Dernière courgette. Mi-mars, l'opération de distribution de graines a été un succès. Courgettes, capucines, ciboulettes, radis, bourraches et même lin, des milliers de sachets ont trouvé leur jardinier. C'est important d'égayer la ville et puis d'égayer les jardins. Et ça permet aussi de discuter, tiens, qu'est-ce que c'est comme plante, tiens, c'est joli. Alors les gens, ils ne connaissent pas les plantes et là, le lin, je vais faire sensation dans mon quartier parce que personne, je suis sûre, n'a de graines de lin. Depuis le lancement des permis de végétaliser, 2500 demandes ont été déposées et 1500 ont reçu le précieux document. Ingrid Michel préside une association de commerçants. Avec leur permis, ils ont choisi de planter des framboisiers, des fraisiers et des aromates au pied des arbres. Ça crée vraiment une communauté. Avant, des gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont rencontrés lors de cet événement et qui maintenant se suivent pour pouvoir perdurer sur le projet. La mairie de Paris assure qu'elle a reçu des demandes de plein d'autres villes françaises pour reprendre son concept. La preuve selon elle qu'il faut y voir autre chose qu'un phénomène bobo, mais plutôt une véritable mutation urbaine. La piste terroriste privilégiée aujourd'hui en Allemagne après l'attaque contre le bus du club Borussia Dortmund. 2 suspects ont été identifiés et l'un d'eux interpellé. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils appartiendraient à la mouvance islamiste. Il a mis fin au régime à parti unique qui confisquait le pouvoir au profit exclusif des colons afro-américains et de leurs descendants au Libéria. Le 12 avril 1980, le sous-officier Samuel Doe devient le premier président autochtone du pays, et cela à la faveur d'un coup d'État. Sous son règne, de nombreuses exécutions sommaires. Les explications de Franck Quadio. 12 avril 1980. Samuel Doe prend le pouvoir au Libéria par un coup d'État après avoir assassiné le président William Tolbert. Par ce coup de force, il met fin à la domination des Afro-Américains et du parti unique Tuareg. Le gouvernement de son prédécesseur est exécuté sur la place publique. Samuel Canyon Doe est le premier président libérien autochtone. Il naît le 6 janvier 1951 et embrasse une carrière militaire. Il est formé par les forces spéciales de l'armée américaine, les Bérets Verts, créées en 1952, qui entraînent leurs éléments en vue de monter des opérations commando et façonnent des mercenaires. Un régime de terreur sur fond de tribalisme est instauré. Les crânes s'alignés ont le vent en poupe. Sa méthode, cependant, tourne court. Le pays, en pleine embellie économique, sombre dans un marasme financier. Selon les observateurs, puisque le Libéria a été monté de toutes pièces par les États-Unis, c'est naturellement que Ronald Reagan, alors à la tête du pays, soutient cette prise de pouvoir par la force et celui qui l'incarne, le président Doe. À noter que le pays de Longstan est le plus important fournisseur d'armes du Libéria. Toutefois, la politique de Samuel Canyon Doe n'est pas concluante et peu à peu Reagan s'en détourne. Doe est un président difficile à détrôner. Plusieurs tentatives de renversement à son encontre échouent. 2 partis politiques incarnent l'opposition. Le NPLF de Charles Taylor et l'INPLF de Prince Johnson, après que ce dernier quitte le NPLF.
En 1990, le pays plonge dans la guerre civile. Le 9 septembre 1990, Samuel Doe est finalement capturé par la milice de Yormik, dit Prince Johnson. Il est torturé et exécuté le même jour. Son supplice sera filmé et diffusé dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans une dernière tentative d'humiliation, son corps est exposé nu dans la capitale du pays, Monrovia. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2. Merci de nous avoir suivis.